Bonjour à la salle qui est avec moi et bonjour à ceux qui sont à distance. Merci aux intervenants qui ont finalement réussi à se connecter malgré les difficultés techniques. Donc je suis désolé de ce retard. Donc j'ai le grand plaisir d'accueillir M. Philippe Batis, président directeur général du CNES, Mme Christine Cavada, qui est directrice de l'innovation et promotion à la DG Défi, donc la direction générale défense, industrie et espace à la Commission européenne, et Didier Lebouche, qui est vice-président stratégie télécom à Thales Alenia Space. Et Didier a accepté de jouer le rôle du grand industriel plutôt que de représenter Thales. Et je l'en remercie pour ça, de manière à ce que la discussion puisse être plus large. De mon côté, je suis Eric Levisuto. J'ai créé SAT Conseil il y a quelques années, qui est une société de conseil, pour faire partager mon expérience avec mes clients et les aider à mieux réussir leurs projets spatiaux. Donc, Monsieur Baptiste, vous avez été nommé PDG du CNES en avril 2021 pour succéder à Jean-Yves Le Gall. Donc vous venez du monde du numérique, comme les acteurs du New Space, que sont Elon Musk, donc, qui est le fondateur de Starlink ou de SpaceX, comme Jeff Bezos, pareil pour Amazon et Kuiper. D'ailleurs, vous êtes le plus jeune des trois, c'est à noter. Votre parcours, notamment dans l'industrie informatique, la recherche au CNRS ou le ministère en charge de l'espace, vous ont donné toutes les clés pour mettre en place la feuille de route proposée par le gouvernement pour le CNES, que je vais rappeler rapidement. Donc le premier élément, c'est développer la filière lanceur. Le deuxième élément, c'est conduire la stratégie militaire spatiale française. Le troisième volet, c'est le rayonnement scientifique du CNES. Le quatrième point, c'est faire basculer le spatial dans le numérique. Et le cinquième point, c'est repenser l'innovation. On va traiter ces deux points lors de la table ronde. Mais tout d'abord, en préambule, je voudrais vous poser une question sur un sujet qui est sur les lèvres de tous les acteurs du spatial et surtout au CNES, qui concerne la réorganisation du CNES. Donc celle-ci est d'ampleur, puisqu'elle est du même ordre que celle qu'avait mis en place le président Descatins en 2003. Elle représente de grands changements en interne au CNES, avec une direction des programmes renforcée, un grand secrétariat général qui regroupe toutes les fonctions support, une direction de la cybersécurité. J'aurais voulu maintenant que vous nous parliez de votre ambition que vous avez affichée pour convertir définitivement le spatial au numérique. Donc le spatial est un formidable fournisseur de données. Nous avons par exemple les données Copernicus des satellites Sentinelle qui sortent plus de 10 téraoctets de données par jour. C'est une rupture puisque ces données arrivent en grande quantité, sont disponibles. Donc ça c'est un premier élément important du changement de paradigme. Le deuxième, si je peux dire, le deuxième effet qui se coule, c'est en fait le New Space. New Space, c'est pas tant l'opposition d'un Old Space qui serait par définition ringard, mais c'est plutôt donc ce nouveau paradigme qui, grâce à la miniaturisation, à la baisse des coûts, permet de faciliter l'accès à la techno, l'accès au nanosat et met la donnée spatiale au centre du jeu. Donc cette baisse des coûts permet aux petites entreprises et aux startups de faire du spatial. Et puisque l'infrastructure orbitale n'est plus une barrière, il y a une multitude d'industriels du coup, qui peuvent accéder. Et on passe d'un modèle d'industrie de produits à un modèle d'industrie de services. Donc alors le New Space, pour remettre en place des choses, en tout cas de mon point de vue, existe bien parce qu'avant il y a eu un earlier space ou un legacy space, c'est-à-dire 60 ans de développement de technologie depuis Sputnik. Donc en fait, le temps où l'espace était exclusivement réservé aux États et aux grands opérateurs est révolu, est accessible à tout le monde, mais c'est aussi grâce à eux qu'on en est arrivé là. Donc l'innovation vient surtout des startups qui ont cette capacité très agile à faire de l'essai-erreur très rapidement. Donc dans le numérique, et il y a plein d'acteurs ici du numérique, et dans le New Space, il y a beaucoup de petites structures. Elles nous écoutent. Comment plus les aider? Comment plus les mettre au centre du jeu? Comment plus les impliquer dans les programmes? Et que peut faire le CNES pour ça? Ok, c'est que des très bonnes questions. Juste peut-être un point avant sur la distinction old space, new space. Oui, l'espace se démocratise de manière incroyable et les coûts d'entrée, les barrières d'entrée sont en train de s'effondrer sur plein de secteurs différents.
Après, faut aussi être quand même assez clair que ces barrières d'entrée, elles existent encore sur un certain nombre de très grands projets qui sont encore pour beaucoup des investissements et des projets qui sont des projets qui seront menés dans les années qui viennent. Principalement, je pense, par les grandes agences et les grosses industries. Je rappelle juste à titre d'exemple le James Webb Telescope qui va être quelques semaines de Kourou a coûté la bagatelle de 11 milliards de. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais profiter du coup, en parlant de numérique, de passer la parole à Madame Cavada. Donc Madame Cavada, directrice générale de l'industrie, la défense, l'espace à la Commission européenne. Donc les gens du spatial vous connaissent bien, puisqu'auparavant vous étiez responsabilité dans cette même DG Défi, et avant vous étiez responsabilité dans la DG Gros, toujours dans le spatial. Et vous avez fait également du PCRD avant, donc vous êtes quelqu'un qui connaît parfaitement le domaine. Donc j'aurais voulu que vous nous disiez quelques mots sur la constellation Breton, comme elle est appelée. Donc le commissaire Breton a indiqué la volonté de l'Europe de se doter d'une constellation de satellites de télécom haut débit, dans la lignée des programmes Galileo et Copernicus, dans un objectif d'assurer la souveraineté de l'Europe, également sur le volet télécom. Il s'agit bien de concurrencer des projets étrangers comme Starlink ou comme Kuiper, et peut-être aussi comme OneWeb. Donc l'objectif de cette constellation, c'est de fournir des services sécurisés de télécom à l'Union européenne et à ses États membres, ainsi qu'une connectivité large bande aux citoyens, aux entreprises et au secteur de la mobilité. Donc vous avez lancé un premier appel d'offres donc en fin d'année dernière avec un consortium de 9 grands industriels, dont Thales Alenia Space. Fin mai 2021, il y a eu un livrable intermédiaire qui a permis d'identifier un certain nombre d'éléments sur la définition des services et des cas d'usage. Vous avez lancé un deuxième appel d'offres auprès des acteurs du New Space, des PME et des startups. Donc cet appel d'offres se clôturait vendredi dernier. Je sais que vous avez ouvert les plis, que vos équipes se sont jetées sur les réponses. Vous attendiez quelques réponses. En fait, vous avez eu un succès incroyable puisque vous avez eu 10 consortiums qui ont répondu. Vous aviez prévu, à l'issue de cet appel d'offres, de passer 2 contrats de chacun d'1,4 million d'euros. Est-ce qu'au vu du succès des réponses, vous allez augmenter le nombre de contrats que vous allez passer à l'industrie? Dans le contexte de cette étude, on est lié par l'orthodoxie juridique. Si on a ces 2 contrats, on est lié par ces 2 contrats. Mais pour voir l'évaluation, il faut voir le potentiel et sur base de ces éléments, nous allons décider sur l'avenir et sur d'autres initiatives que nous pouvons faire pour le New Space. Alors, c'est pas un non, c'est pas un oui, c'est un voir. Un élément intéressant, c'est donc dans toutes ces propositions, on peut imaginer qu'il y a aussi il n'y a pas que des propositions de sous-traitance ou des propositions d'équipement, il peut y avoir des propositions de concept système ou d'architecture de système. Et donc là, la question se pose, et je demanderai également à Didier Lebouche ensuite de réagir, la question se pose pour la Commission de savoir comment arriver à marier en fait donc les acteurs du New Space qui pourraient proposer des concept systems et les grands industriels dont par définition c'est le précaré. Et est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un acteur du New Space du coup soit maître d'œuvre du système? Je commence tout en vous disant que la Commission ne fait pas la distinction entre le legacy et le New Space. Pour nous, les deux sont importants et toute l'intelligence de l'industrie européenne doit être mobilisée pour servir notre objectif. Comment on envisage d'intégrer ou de prendre en compte des propositions des startups et des legacy? Il y en a 2 approches. D'abord, on a la phase de knowledge building. C'est là où l'ensemble de l'industrie sera appelé à alimenter la réflexion de la Commission. Alors, à la fois la première étude et la deuxième étude donnera la possibilité à la Commission d'avoir tous les éléments et faire la dernière configuration du système qu'elle doit montrer
au Parlement européen et au Conseil tout au début de l'année prochaine, comme indiqué par la présidente. L'objectif de la Commission, c'est d'être alimenté par les idées provenant du secteur legacy spatial, mais aussi des startups. Et c'est ça qu'on va faire jusqu'à la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Ensuite, une fois le programme établi, et là, on commence avec l'idée qu'on a toujours en tête, c'est de voir comment on peut inclure les idées de New Space dans le business model, dans l'économie générale du système, ce que pourrait le plus vraisemblablement être un PPP. On essaye alors de voir, et c'est la beauté des télécoms, d'être beaucoup plus incrémental, comment en fonction de use cases, en fonction de la maturité à la fois de la technologie, mais aussi de business case, les startups peuvent être présents dans la mise en place du système. C'est l'objectif de la Commission. Je trouve que c'est un objectif réaliste. Merci beaucoup de cet éclairage. Du coup, je vais proposer à Didier Lebouche de réagir. Donc Didier, on se connaît, donc je vais te tutoyer. Donc tu es directeur de la stratégie télécom chez Thales Alenia Space. Tu as eu un long parcours au CNES et depuis pas mal de temps maintenant chez Thales, toujours sur les télécoms. Donc comment un grand industriel voit-il en fait je ne sais pas si on peut parler de partage. Est-ce qu'il y aura un seul système? Est-ce qu'il y en aura plusieurs? Est-ce qu'il y aura des constellations complémentaires? Est-ce que donc Thales a une vision de ce que peut être cette implication du New Space dans la constellation et dans ce programme? Merci Eric pour déjà m'avoir invité à cette session. Juste en introduction, je regrette de ne pas être avec vous à Toulouse parce que j'habite Toulouse et il se trouve qu'en ce moment, je suis sur Paris, dans un local d'innovation de Vinci d'ailleurs. Et donc, bon, c'est moins commode que d'être présentiel avec vous, mais on va se débrouiller. C'est une très bonne question. L'implication des startups dans notre métier de tous les jours de prime spatial, c'est quelque chose qui nous intéresse, qui nous préoccupe. Les startups peuvent apporter une prise de risque plus importante que ce qu'un grand groupe coté peut être amené à prendre. Elles peuvent développer des technologies très très vite, donc c'est tout à fait pertinent. Sur l'organisation globale du programme, c'est vraiment à la commission de structurer l'appel d'offres ou les appels d'offres, de voir s'il y aura un métasystème avec tous les services ou si ça va être segmenté par type de service et qu'il y aura plusieurs appels d'offres. Nous, on pourra, en fonction de ce qui sortira des réflexions de la commission, se positionner avec des consortiums, avec, je pense, l'ensemble des acteurs pour apporter la meilleure réponse possible à l'Europe. À ce stade, c'est tout ce qu'on peut dire, je pense. Puisqu'on a besoin de maturer, probablement nous comme les startups, sur la meilleure réponse possible à cet ensemble de besoins très vastes qu'est celui de la Commission. Merci Didier. Je voudrais aborder la question des filings, des fréquences, pardon. Donc vous savez qu'un système ne peut pas marcher, un système de satellite ne peut pas marcher sans qu'il dispose de fréquences. Donc la question c'est est-ce que le nouveau système va utiliser les fréquences actuelles des satellites, donc en bande KUKA, ou aller chercher des nouvelles bandes de fréquences. Et dans ce cas-là, il faudrait que ces bandes de fréquences puissent être négociées lors de la prochaine conférence mondiale des radiocoms qui a lieu en 2023. Et tout ce qui va se passer en 2023 est en train de se décider maintenant. Donc il y a une timing très serrée pour aller chercher des nouvelles fréquences. Et du coup, que peut faire, quels sont les objectifs de la Commission face à ces filings? Est-ce qu'on va réutiliser des choses existantes ou est-ce qu'on est vraiment dans une innovation d'échelle et donc utiliser ou négocier à la CMR de nouvelles fréquences? Le cœur de notre système, et si on veut avoir des services le plus tôt possible, on ne peut pas attendre la conférence de 2023 qui donnera des filings utilisables pour des tirs au mieux en mi-2025. C'est la raison, c'est pourquoi notre plan est de nous appuyer sur des filings de partenaires stratégiques sur ces programmes, soit du secteur public des États membres, qu'ils sont prêts à mettre dans le corbeil leurs filings pour des usages, je le signale et je le souligne, strictement gouvernementaux, et des filings des acteurs du secteur privé
qu'ils veulent aussi participer dans la mise en place de ce système. Je ne peux pas aller plus loin dans les détails à ce stade, bien sûr, vous pouvez comprendre le pourquoi, mais notre surprise au sein de la Commission, et tout en faisant l'analyse de fréquences existantes au niveau européen, c'est que positivement, on a vu qu'il y a de nombreux filings en Europe compatibles avec nos horizons de temps et des objectifs. En conclusion, je crois que sur la question des filings, l'initiative est sur une bonne voie. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un commentaire de la part de Didier Lebouche là-dessus ou partage l'analyse l'industrie partage l'analyse de la Commission? L'industrie partage tout à fait l'analyse de la Commission. Il y a un véritable enjeu sur les filings, puisque sans droit d'émettre, on n'émet simplement pas. Il n'y a pas de service ni commercial ni gouvernemental possible. Donc, il y a une course de vitesse dans le monde sur ces filings. On sait que certains systèmes peuvent cohabiter dans une bande de fréquence, mais les premiers arrivés sont quand même vraiment mieux servis et en position beaucoup plus confortable que ceux qui arrivent deuxième ou encore plus troisième. Donc, il y a un véritable enjeu pour l'Europe stratégique d'être parmi les premiers à utiliser ces bonnes fréquences, aussi bien pour les services gouvernementaux que commerciaux. Et cette initiative arrive à point nommé pour peut-être donner une impulsion et permettre à l'Europe de ne pas être en retard par rapport aux autres puissances, notamment américaines. Alors, on a parlé de constellations sécurisées. Ceux qui sont dans l'espacial se souviennent en 2018 l'intervention de la ministre Parly lors d'un discours très remarqué au CNES où elle avait tout simplement dit qu'un satellite français, franco-italien, avait été espionné par un satellite russe. Donc on a d'autres exemples en fait d'attaques, on va dire, plus soft de satellites, comme le leurrage de signaux GPS ou de temps en temps des émissions pirates sur des satellites de télévision. Alors Didier, est-ce que tu peux nous dire quel type d'agression peut subir un système spatial et qu'est-ce qui est nouveau qui fait qu'on en parle maintenant? Alors, je vais commencer par ce qui n'est pas nouveau. Ce qui n'est pas nouveau, c'est que les systèmes sont écoutés par des puissances étrangères. Ce qui n'est pas nouveau, c'est que les systèmes peuvent être brouillés. Et c'est pour ça que depuis des années et des années, les militaires se dotent de systèmes prévus pour éviter le brouillage, éviter l'interception, limiter les possibilités d'écoute. Et les systèmes civils étaient peut-être un peu moins protégés contre ça ou un peu moins vigilants. Mais les systèmes civils sont en train de se digitaliser très très fortement. On n'a plus des répéteurs analogiques dans l'espace, mais on a des ordinateurs, des processeurs, et qui ne sont plus simplement pilotés par un centre de contrôle très sécurisé, très protégé avec des opérateurs. De plus en plus, l'agilité des satellites fait qu'ils sont connectés au réseau terrestre. On peut imaginer que très très vite, ce sont des opérateurs terrestres qui vont communiquer avec la charge utile du satellite en digital pour configurer les faisceaux et la capacité comme ils le souhaitent. Et donc, on n'a plus un monde très protégé, très fermé, mais un monde très agile, très digital et très ouvert vers Internet. Et dès qu'on est connecté à Internet, on est la cible d'attaques de cybersécurité. Tous les groupes industriels, tous les opérateurs le savent. Il y a plein de choses qui passent sur Internet et il faut s'en protéger parce que sinon, on est très vulnérable. Et donc, ça nous a conduit, de l'industrie spatiale au sens large, à transposer dans le monde des satellites, et y compris dans le monde des satellites civils, toutes les bonnes pratiques, toutes les bonnes mesures de cybersécurité, d'architecture IT que le monde de l'informatique, que le monde des réseaux a dû mettre en place pour se protéger contre cette cybercriminalité. Donc en fait, là aussi le numérique rentre dans le satellite. Donc tout ce qui est charge utile de conception radio, SDR qu'on appelle, a sûrement des conséquences. Et donc j'imagine qu'il y a de nouvelles pratiques à avoir et de nouvelles techniques issues du numérique, issues de l'IT à s'approprier dans l'industrie. Tout à fait. On ne conçoit plus du tout nos satellites puisqu'ils sont digitaux à 80 à 90% aujourd'hui. On ne les conçoit plus comme il y a ne serait-ce que 10 ans où ils étaient essentiellement analogiques. Et c'est vrai aussi pour le segment sol, puisqu'on va vers la virtualisation, vers de plus en plus de software. Donc ça fait déjà une dizaine d'années qu'au niveau des segments sol, on est dans le monde du digital. Pour le satellite, c'est un peu plus récent. Le satellite qui traite toute sa bande en digital va être lancé de Kourou le 22 octobre. Le satellite SES-17 qui est en cours de préparation de lancement. Il a un processeur qui est totalement digital.
Et c'est le premier que l'on fait, satellite commercial, avec un processeur aussi puissant et aussi large bande. Merci. Puisqu'on parle d'innovation, je vais peut-être en profiter pour relancer le président du CNES, M. Baptiste. Donc, vous avez indiqué donc, dans un des éléments de la feuille de route, c'est repenser l'innovation. Donc il y a déjà au CNES une direction de l'innovation. Il y a un dispositif qui s'appelle Connect by CNES, qui se développe bien depuis quelques années, qui est très performant, dont on dit qu'il devrait monter en puissance. Donc du coup, que comptez-vous faire au CNES pour accroître cette dynamique vers l'innovation? Quels moyens supplémentaires prévoyez-vous de mettre au service des PME? L'innovation, c'est un ensemble de dispositifs qui ont été effectivement déployés au CNES ces dernières années. Et comme vous l'avez souligné, avec une certaine efficacité, hein, c'est Connect by CNES, mais c'est aussi un certain nombre de dispositifs qui permettent de faire de l'incubation ou de la maturation. Et je crois que si les briques sont déjà là, un des enjeux essentiels dans les années qui viennent, c'est d'arriver à les faire monter en puissance et effectivement à les financer peut-être un petit peu plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc là, il y a un vrai enjeu autour de ça. Après, l'innovation, c'est aussi la capacité, y compris dans nos propres projets, à être capable de travailler sur des cycles de développement qui sont parfois plus courts, pas systématiquement, enfin pas dans tous les projets évidemment et pas systématiquement, mais je pense qu'il y a sur un certain nombre de sujets, on peut aller plus vite. On est capable aussi de sortir des cycles en V qu'on connaît et qui mènent quasi systématiquement à des très très longs projets. Donc ça fait aussi partie d'un certain nombre de méthodes et d'outils qu'il faut qu'on mette en place. Et je pense qu'en les mettant en place, on est capable d'attirer un certain nombre de nouveaux acteurs autour de nous, et y compris vous avez compris que je focalise beaucoup mon discours autour des nouveaux acteurs et des nouveaux entrepreneurs, parce qu'il me semble que c'est absolument essentiel qu'on soit capable de leur donner les moyens de travailler directement avec l'agence, avec le CNES, et de travailler avec nous efficacement. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on va arrêter de travailler évidemment demain avec les primes, avec lesquels on travaille déjà très très bien, et on a une relation de confiance durable évidemment. Alors, en termes d'innovation, vous avez également créé un accélérateur qui s'appelle Space Founder. Vous l'avez créé à Toulouse. Il est à Toulouse et à Munich. Donc ça nous donne l'occasion de parler de la place de Toulouse. Vous aviez déclaré lors de votre intervention à l'Assemblée nationale que Toulouse était et devait rester la place forte du spatial en Europe. Donc ce qui a été dit, le cœur battant du spatial en Europe. J'aime bien cette expression. Et est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les objectifs de Space Founder, quels sont les moyens et comment renforcer cet écosystème, puisqu'on sent bien qu'en fait, en renforçant un écosystème, on améliore sa puissance et son développement. Donc, qu'est-ce qui est prévu comme objectif et comme moyen pour Space Founder, sachant que vous avez recruté votre première promotion il y a quelques semaines? Founders, comme vous l'avez mentionné, c'est un dispositif qui est un dispositif franco-allemand, et donc où on a à la fois des entreprises qui vont passer du temps en Allemagne et puis du temps aussi à Toulouse, et où on va être capable de leur montrer un certain nombre donc les promotions, c'est pas le but du jeu n'est pas de financer ces entreprises à travers ce dispositif, mais bien de leur montrer un certain nombre d'objets ou un certain nombre d'acteurs de l'écosystème spatial européen, et de leur montrer comment elles vont pouvoir évoluer dedans. Donc c'est vraiment le but du jeu est vraiment de les faire accélérer et de leur donner les moyens de cette accélération. Et le fait de le faire avec nos partenaires allemands, c'est évidemment absolument essentiel, puisque comme vous le savez, la France et l'Allemagne sont quand même avec l'Italie les trois grands acteurs de l'espace aujourd'hui en Europe. Sur la question de l'attractivité, je pense que Toulouse, effectivement, on le sait tous, a une place absolument incroyable en Europe, et c'est lié, je pense, à plusieurs facteurs. C'est lié à la fois à la place évidemment du CNES, mais aussi un écosystème de la recherche et un écosystème universitaire qui est absolument exceptionnel et qui est vraiment remarquable. Alors, c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais on sait tous que Toulouse a aussi ses difficultés pour faire complètement émerger et complètement structurer sa recherche et ses universités. Mais pour autant, il y a un potentiel qui est absolument fabuleux. Et ça joue un rôle fondamental. Deuxième élément, évidemment, qui est au moins aussi important, c'est évidemment la place de l'ensemble des industriels
qui sont tous réunis, et quand je pense aux industriels, je pense évidemment aux primes, mais je pense aussi aux sous-traitants et à l'ensemble des sous-traitants qui sont très concentrés autour de Toulouse et de sa région. Et ça crée évidemment un écosystème où à la fois les gens se connaissent, l'information circule, et l'innovation est au cœur des préoccupations de tous les acteurs. Et ça donne une attractivité qui est absolument phénoménale. Donc évidemment, il faut savoir non seulement la préserver, mais même continuer à l'intensifier. Donc pour faire ça, faut évidemment disposer des moyens nécessaires pour continuer à faire fonctionner cet ensemble d'écosystèmes. Donc c'est à la fois des budgets, des ressources humaines, c'est aussi de la cohérence entre les différentes actions qui sont menées entre les différents acteurs, y compris les acteurs de l'État. Et dedans, je mets tous ceux que j'ai mentionnés au début, c'est-à-dire à la fois les universités, les centres de recherche, l'agence, le CNES, mais aussi les IRT, les boosters, les SAT, etc. Je pense que comme il y a énormément de structures qui travaillent et qui travaillent dans des objectifs qui sont similaires, on a un vrai enjeu à être capable de montrer que tout ça s'articule bien, est bien pensé et fonctionne efficacement. Et puis, la deuxième façon aussi, c'est évidemment, il faut que, si on veut rester à la pointe du spatial, eh bien, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable d'anticiper les besoins. Et anticiper les besoins, ça, évidemment, vous, les industriels, vous êtes absolument voilà, c'est fondamental de vous écouter et de vous entendre pour comprendre quels sont vos besoins de demain, d'après-demain. On a aussi évidemment notre vision qui vient peut-être plus de la techno que du marché, mais où on a aussi un certain nombre d'idées. Et c'est à la rencontre entre ces deux mondes-là que justement il faut qu'on se positionne. Et je crois vraiment que le CNES, son rôle aujourd'hui, comme je le disais au début, c'est de travailler sur ces nouvelles frontières scientifiques, technologiques, cette nouvelle recherche technologique qui va permettre de donner les moyens demain à l'ensemble des acteurs industriels et des PME, le moyen de rester vraiment, de garder leur leadership dans le domaine du spatial. Écoutez, je crois que tout le monde vous a entendu, et particulièrement les collectivités ici qui sont très sensibles à l'attractivité et qui font beaucoup. Il y a 2 agences d'attractivité, celle de la région et celle de Toulouse Métropole, qui sont extrêmement actives pour attirer les entreprises. Et donc elles sont ravies, je suis sûr, d'entendre vos propos. Je profite que vous ayez la parole pour vous poser une question sur la PFUE. Donc à partir du 1er janvier, le président Macron pilotera, en fait, sera aux commandes de l'Europe. Donc c'est toujours l'occasion de valoriser l'écosystème, l'industrie. Qu'est-ce que vous avez recommandé au gouvernement concernant le spatial, et est-ce que vous avez prévu de faire des événements sur Toulouse ? Je pense que le spatial est un enjeu absolument majeur pour la France et pour l'Europe. Alors après, il faut que vous posiez la question au président Macron. C'est pas à moi d'y répondre, mais je suis convaincu, évidemment, et vous pouvez penser qu'au CNES, tout le monde en est convaincu, que l'espace est un enjeu majeur pour l'Europe et donc probablement aussi pour la PFUE. Je pense que si on a bien écouté toute la discussion qu'il y a eu autour de cette table ronde, on a beaucoup parlé de la constellation. Et c'est sans doute un objet absolument central et probablement qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les mois qui viennent. Donc ça, c'est bien entendu un enjeu absolument majeur, mais je pense qu'il y a d'autres questions. On est à un moment qui est un moment charnière sur l'ensemble des sujets spatiaux. Pour une raison simple, c'est qu'il y aura la prochaine conférence ministérielle à la fin de 2022, et donc c'est le moment de commencer à préparer et de commencer vous savez que la conférence ministérielle de l'ESA, c'est un moment clé pour l'ensemble du monde spatial. C'est là qu'on va fixer les budgets pour les différents grands programmes, et ça veut dire que c'est le moment, là, aujourd'hui, maintenant, dans les quelques mois qui viennent, avant de travailler dans le détail des programmes et des financements, de réfléchir aux grandes ambitions, et c'est des grandes ambitions qui sont des ambitions politiques ou stratégiques de l'Europe. Et ça, je crois que c'est vraiment là aussi le bon moment. Donc, il y a plein de sujets possibles pour le spatial, il y a plein de sujets possibles pour la PFUE, et en particulier dans le domaine du spatial. Et si à un moment ou à un autre, le président effectivement est à court d'idées, ce que je ne crois pas, nous avons plein de suggestions. Merci beaucoup. Je voudrais poser une question à Madame Cavada sur donc ces grandes constellations
qui sont sur la sellette, notamment pour leur pollution et pour les débris que ça engendre. Donc, la constellation Starlink a été maintes fois accusée par les astronomes et les radioastronomes de polluer leurs observations. Starlink a fait beaucoup d'efforts, ils ont peint leur satellite en noir, ils ont modifié des orientations de panneaux, mais ça ne suffit pas. Il y a également la gestion des débris spatiaux. Donc, quelles sont les actions que vous allez mettre en place justement pour que notre constellation, la constellation européenne, puisse être affranchie de ces problèmes de pollution et ces problèmes de débris, et donc puisse être déorbitée évidemment dès qu'elle sera hors de fonctionnement. Vous avez tout à fait raison. Il y a quelques années, quand moi j'ai commencé à travailler sur Galileo, les débris et toute la menace derrière les débris, c'était plutôt une menace théorique. Aujourd'hui, on parle d'une réalité menaçante. Alors, il se trouve alors que la question de la gestion des débris et de manière plus générale le Space Traffic Management est un impératif du programme spatial, est inscrit dans le règlement, et la Direction générale des FIS, et en particulier ma direction, s'y travaille avec les États membres et l'ensemble des stakeholders, dont l'industrie, afin de faire face. Ça dépasse la constellation, mais plus précisément, comme vous m'aviez demandé, pour la nouvelle constellation, nous comptons bien tenir nos engagements en matière de gestion des débris, et nos partenaires industriels devront faire de même, en plus de législation nationale. Je fais référence à la législation de 2008 française sur les opérations spatiales, dont la France crée pour l'opérateur un certain nombre de contraintes. En ce qui concerne l'Europe, et surtout par rapport à l'architecture de la nouvelle constellation, nous espérons que la configuration, la superposition de LEO-MEO-GEO nous permettra de trouver des solutions plus élégantes que l'approche standard jusqu'à maintenant, brute, si vous me permettez de dire, qui consiste à saturer l'espace des satellites. On n'envisage pas de 14 000 satellites LEO, ni de 6 000. On essaye d'une façon intelligente d'abord de construire quelque chose qui ne va pas polluer d'office. Ensuite, avec des technologies qu'on va voir avec l'industrie et les États membres, comment même ce petit nombre de satellites en LEO feront le mieux pour ne pas avoir les mêmes problèmes que les autres constellations. Et en troisième niveau, et au niveau international, comment l'Europe, à l'échelle mondiale, puisse imposer des standards ou même coopérer avec les autres afin d'éviter des grandes menaces qui sont devant notre porte. Merci. Merci Madame Cavada. Donc tous ces éléments que vous venez de citer, je suis sûr que l'industrie les a pris comme des spécifications, notamment sur la multi-orbite. Donc peut-être c'est déjà ce que vous aviez proposé, Didier. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être évoqué sur cette architecture multiconstellation. Oui, ce n'est pas un secret que les géostationnaires ont leur avantage. Par exemple, si on regarde le marché européen, on peut mettre un géostationnaire sur l'Europe, il ne disperse pas sa capacité sur l'Afrique, sur l'Amérique ou bien sûr sur l'Asie. Donc évidemment, vu d'Europe, on a plus de besoins en Europe qu'on en a dans l'océan Pacifique, et donc un géostationnaire ou des géostationnaires peuvent renforcer ses capacités sur l'Europe. Les satellites MEO et les satellites LEO peuvent intervenir en complément pour apporter des services de faible latence, pour apporter une couverture d'épaule que les géostationnaires ne savent pas offrir, une couverture globale. Et donc, c'est tout à fait vrai ce qu'a dit Madame Cavada, la complémentarité entre les différentes orbites permet d'arriver à un système qui est globalement plus optimal, plus économique et plus efficace que simplement mettre tous ses œufs dans le panier, si j'ose dire, en n'ayant que des géostationnaires ou que des LEO ou que des MEO. Et effectivement, sans dévoiler de grands secrets, probablement que l'industrie va proposer un mix de ces solutions-là. De ces éléments, on arrive à la fin. Je vais peut-être demander donc à Monsieur Baptiste un mot de conclusion sur l'espace. En fait, donc l'espace nous a tous fait rêver et nous sommes nombreux à en avoir fait notre métier et on en est ravis. Donc Elon Musk a relancé les rêves de conquête spatiale. Que peut faire le CNES
pour enchanter l'espace et aussi se projeter dans le futur. Est-ce que, par exemple, il pourrait utiliser ce qui a été fait par la DGA sur sa Red Team, qui a embauché un certain nombre d'auteurs scientifiques pour se projeter dans le futur, et donc qui permettrait donc, au CNES et au spatial de se projeter dans le futur? D'abord, je pense que l'espace nous a fait rêver, mais je pense qu'il continue à nous faire rêver. Mais vous avez absolument raison. Je crois que Elon Musk, même si à côté de ça, il peut nous poser de temps à autre quelques ennuis à nous, industriels français et européens, à côté de ça, je pense qu'il a fait quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est qu'il a contribué effectivement à refaire rêver toute une partie de la population, et à montrer à nouveau que l'espace, c'est aussi l'esprit de conquête, et ça, c'est voilà, et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ça a toujours été le cas, mais effectivement, maintenant, c'est à l'esprit de tous les citoyens. Je pense que faire rêver, effectivement, ça fait partie un petit peu de nos missions, si je pouvais m'exprimer ainsi, en plus de tout le reste, hein, en plus de la science, en plus de la défense, en plus de tous les aspects économiques qui sont majeurs aujourd'hui. Il y a cette part de rêve, et je pense que cette part de rêve, il faut aussi je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse. Il faut qu'on y réfléchisse au niveau européen, soit avec l'ESA, soit avec l'UE, soit avec les deux. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudra qu'on réfléchisse à l'ambition européenne en matière de vol habité, par exemple. Ça, je pense que c'est des sujets qui sont des sujets absolument majeurs, qui sont pas forcément des sujets qui sont des sujets scientifiques ou des sujets techniques avant tout. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas les prendre que par là, mais qui sont des sujets finalement très politiques et d'ambition stratégique pour un continent comme l'Europe, au moment où on voit, par exemple, aussi bien la Chine, l'Inde, la Russie et les États-Unis avoir des programmes de vol habité extrêmement ambitieux. Cette question, à mon avis, à un moment ou à un autre, va se reposer à l'Europe. Et ça, je pense que c'est une part de rêve. Pour cette conclusion, merci beaucoup à vous trois d'avoir pu vous libérer pour ce temps d'échange, d'avoir tenu malgré les quelques difficultés techniques. Merci beaucoup pour nous avoir fait partager votre vision du numérique et du spatial. Je vais conclure en remerciant tous les participants, en remerciant plus particulièrement Yannick Proto et Marie Vaugeois d'Occitanie Europe, sans qui la participation de la Cavada n'aurait pas été possible. Remercier Jacques Bess-Garcia du CNES, qui m'a permis de vous faire venir, de vous interviewer, ainsi que les équipes techniques du CNES et de la Mêlée, qui ont permis de rendre les choses possibles. Et bien sûr, je remercie Jean-Philippe Aurard et Edouard Forzy, qui me laissent toujours faire ce que je veux sur cette table ronde. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.